Donc voilà, François Fouché, délégué régional du Conservatoire du Littoral, et présenté notamment le partenariat avec l'Agence de l'eau. C'était l'occasion d'évoquer ça. Moi, j'ai trouvé que la question tout à l'heure sur la maîtrise foncière était primordiale, parce que qui n'est pas propriétaire n'a pas les droits d'eau. Qui n'a pas les droits d'eau sur les zones humides, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en modalité de gestion, en ambition de gestion, vous maîtrisez rien. Et ça, c'est un constat qu'on a depuis 40 ans au Conservatoire du Littoral, et nous contribuons bien sûr à la maîtrise foncière d'espaces naturels avec la conviction, alors aux côtés des départements qui achètent aussi des zones humides, des Seines au niveau national et du Seine-PACA en particulier, et bien sûr même les communes peuvent être propriétaires de zones humides. Mais on voit les acteurs publics, le fait de maîtriser foncièrement durablement les zones humides garantit les choses. J'ai juste une anecdote sur des zones humides. Il y avait eu la LGV pour aller à Marseille, qui a traversé dans un département pas loin de la Durance, qui avait évité en fait une zone humide par la mise en place d'un viaduc. Donc vous imaginez les surcoûts qui se chiffraient en millions d'euros pour éviter, donc c'était une mesure d'évitement, c'est encore mieux que la compensation, sauf que 10 ans après, il n'y avait plus de zone humide parce qu'elle avait été remblayée avec des déchets de BTP et personne n'avait rien vu. Et donc ça vous montre bien que la mesure d'évitement ou la mesure de compensation, avec une ambition liée à une zone humide, et on a investi de l'argent public à hauteur de millions d'euros, finalement 10 ans après, elle n'existe plus parce que finalement on ne maîtrise rien quand on ne maîtrise pas le foncier. Ou bien la réglementation avec un vrai gestionnaire qui est derrière. Mais la réglementation coercitive, c'est déjà autre chose que même un arrêté de biotope. Pour moi, il faut monter au niveau d'une réserve nationale ou un cœur de parc national, et il y a des représentants. Donc, juste par rapport à cette présentation, le Conservatoire du Littoral donne priorité à la préservation des zones humides. Vous vous souvenez, lors du Grenelle de l'environnement, il avait été demandé de préserver 20 000 hectares. Et le Conservatoire du Littoral avait contribué pour beaucoup à la maîtrise foncière de ces 20 000 hectares à l'époque, et notamment à travers les acquisitions en Camargue. Vous avez vu la grande tache verte tout à l'heure sur la carte. C'est vrai que si on met toute la Camargue, on aura... Il y a un enjeu, et le Conservatoire du Littoral est très présent. Alors nous avons fait un travail, et je suis désolé, j'aurais dû montrer les éléments, j'ai plus de brochure, mais vous pouvez télécharger sur le site internet, je crois aussi de l'Agence de l'eau et du Conservatoire, une brochure qui est sortie il y a une petite année, donc un peu plus d'1 an, sur les services rendus par les zones humides. C'est assez pédagogique, intéressant, accessible pour le grand public et notamment pour les élus, ce qui est aussi un argument assez fort, parce que c'est jamais simple de préserver et de valoriser les zones humides. Donc on a besoin d'outils de communication, et il y a un petit film aussi de 9 minutes que je vous invite à présenter, qui passe très bien et qui met en valeur les étangs de Villepée notamment, qui sont représentés ici, un autre site du Conservatoire du Littoral. Donc je vais passer vite parce que on a évoqué ça tout à l'heure dans le PowerPoint, mais il y a quand même 4 points donc, qui pour nous sont importants en termes de services rendus. C'est les réservoirs de biodiversité, bien sûr. C'est des étapes indispensables pour les oiseaux migrateurs. Donc là, on est dans une autre approche que simplement la zone humide en tant que zone humide en tant que telle. Mais je rappelle une chose, c'est que sur l'arc méditerranéen, par exemple, le Conservatoire du Littoral est propriétaire de plus de 60% des sites de nidification d'un grand nombre d'espèces protégées. Ça veut dire que qu'on aille du Salin de Saint-Tropez, des étangs de Villepée, jusqu'à la frontière espagnole, et en passant par les Salindières, on va se retrouver avec une responsabilité d'un maillage, d'une trame qui est indispensable à la survie et au développement d'un certain nombre d'espèces. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que gestionnaire d'un site exceptionnel comme les Salins, et ça sera présenté tout à l'heure, intègre un réseau, et c'est ce réseau qu'il faut arriver à préserver. Et du coup, l'Agence de l'eau à nos côtés nous aide, bien sûr, pour protéger ces sites. Bon, ça, je vais le passer. C'est juste dire qu'en PACA, nous sommes propriétaires hors les lacs, parce qu'il y a 1000 hectares sur les lacs dans le Var. Nous sommes propriétaires, le Conservatoire du Littoral, donc de 37 000 hectares, et nous protégeons presque 200 km de rivage, ce qui représente 14%, mais vous voyez, dans les Bouches-du-Rhône, on est à quasiment 20% du linéaire côtier pour 31 000 hectares. Donc ça montre l'importance
que prend le Conservatoire du littoral, sachant que nous souhaitons, dans les 35 ans, 40 ans à venir, doubler ce patrimoine-là. Alors pour les zones humides, il va falloir qu'on accorde nos PowerPoint, parce qu'en fait, et même au niveau national, c'est une horreur. Quand on essaye de sortir des statistiques sur notre ambition sur les zones humides en matière de stratégie, ou bien quand on fait le bilan des propriétés de zones humides, tout à l'heure j'ai vu quelque chose comme 18 000 hectares en PACA. Nous, on estime qu'en PACA, nous avons 26 000 hectares. Alors, je ne sais pas d'où vient la différence, hein, mais ça veut dire aussi qu'on s'appuie sur des notions d'inventaire, mais on ne va pas chipoter sur les chiffres, la question n'est pas là. Elle est de dire que de toute façon, au cœur de nos 37 000 hectares, on a 26 000 hectares de zones humides, et notre stratégie à 35 ans, c'est d'acquérir en PACA 15 000 hectares, pardon. Si c'était 15 000 euros, ça serait très bien. Ça fait 1 euro l'hectare. 15 000 hectares supplémentaires. Et pour ça, nous avons besoin de partenariats, parce que quand on dit Conservatoire du littoral, excusez-moi, j'en parle, mais c'est un partenariat qui se fait fortement avec les collectivités, notre stratégie aussi, mais en matière de zones humides, cette stratégie se co-construit avec l'Agence de l'eau. Et nous avons signé un accord cadre 2014-2018, donc notre ambition, notre stratégie va à 2050, mais sur 2014-2018, c'est 5 000 hectares prioritaires qui ont été identifiés à l'échelle du Languedoc-Roussillon, des littoraux Languedoc-Roussillon, PACA et Corse. Donc ces 5 000 hectares sont les objectifs pour les 5 ans à venir, ce qui est quand même 1 000 hectares par an, ce qui est quand même une ambition, avec un soutien financier assez élevé, puisque ça va de 30 à 50% selon les zones. Mais l'Agence de l'eau soutient également les gestionnaires, et d'une manière plus forte que les années précédentes, à savoir nous aider sur un grand nombre de mise en place de plans de gestion, ça existait avant, mais plus aujourd'hui sur des suivis, des évaluations, des opérations de restauration et tout ce qui relève de la gestion des zones humides. On ne parle pas de tout ce qui relève des travaux des gestionnaires de zones humides, mais en tout cas tout ce qui relève du bon état écologique et du bon état des zones humides. Et donc là, il y a un soutien significatif auprès des gestionnaires, et un certain nombre ici sont dans la salle, puisque le littoral PACA est riche de zones humides. Voilà, donc en quelques mots, j'ai fini là, et après on a les sites. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même, malgré tout, et la question a été soulevée sur le foncier, une vraie stratégie qui dépasse la vision site par site, et notamment par rapport à un certain nombre d'espèces, et je pense à l'avifaune. Voilà. Bonjour, Ania Bougaya, Parc national de Port-Cros. Bonjour François. Est-ce que tu peux expliciter la notion de zone de vigilance, s'il te plaît? Merci. Je ne l'ai pas décrit, j'ai dit notre ambition c'est 15 000 hectares d'acquisition et 22 000 hectares de zone de vigilance. C'est quoi une zone de vigilance? C'est une zone, et je parle de zone humide là en l'occurrence, mais on en a beaucoup plus en zone de vigilance. La vigilance foncière, c'est regarder un petit peu quelle est l'évolution du foncier. C'est des zones qu'on n'estime pas être sous pression aujourd'hui, mais comme on a une stratégie à 35 ans, on ne sait pas ce que ça deviendra dans 20 ans. Pas de pression d'urbanisation, des plans d'urbanisme qui nous semblent être compatibles avec le maintien des zones humides. Mais toutefois, si jamais il devait y avoir, on a des outils que vous connaissez, les zones de préemption. Je rappelle que les grandes zones humides, Fréjus, Villepé et Salins, ont été acquis par expropriation. Donc on a besoin d'outils, là, cette fois-ci, et d'opérateurs fonciers. Mais la vigilance, c'est lorsqu'il y a des transactions, vérifier s'il y a spéculation foncière. Donc on regarde le prix du foncier, on regarde un petit peu et on est alerté par l'ensemble des acteurs qui nous disent attention, là il y a un problème parce qu'il y a un acteur qui vient sur ce territoire et qui a un autre projet que la gestion d'une zone humide. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons faire acte de préemption, voire d'acquisition. Donc on n'a pas vocation à acheter dans les 22 000 hectares, mais on se laisse la possibilité d'acheter. Ça veut dire que demain, notre stratégie peut évoluer. Donc pour nous, avec l'Agence de l'eau, il était important de voir deux cercles. Intervention parce qu'il y a urgence et il y a nécessité de la maîtrise foncière, ou bien c'est sous pression ou menacé, où il y a des ambitions. Et les 22 000 hectares, c'est on regarde et on est vigilant. Et si on doit intervenir, on intervient. Donc c'est dans notre stratégie, mais on estime que c'est en deuxième priorité. Oui, bonjour. Donc, je suis Frédéric Gimond, responsable du site des Salindières pour Toulon-Provence Méditerranée. Les Salindières étant donc propriété du Conservatoire du littoral.
Vous avez un diaporama de 27 diapos, mais on va faire plus vite, donc se centrer sur les principales. Je vais quand même exposer quand même une différence entre le titre du programme et le fond de mon intervention. Vous connaissez certainement le contexte littoral hiérois au sein de l'agglomération toulonnaise. Donc peut-être que je manque d'ambition, mais je n'ai pas l'impression que ma zone humide va porter la notion de développement durable dans ce site-là. Je pense que c'est une notion qu'on peut plus avoir dans la logique PNR, et j'ai eu beaucoup de plaisir à visiter les étangs de la Brenne, les Pas de Gargantua. On est dans une logique de développement local à partir d'un écotourisme et de la protection d'une biodiversité. Sur notre zone littorale, on n'est pas tout à fait dans ce grand courant-là, même si je pense que la bonne santé d'une zone humide telle que les Salindières peut contribuer au développement durable et à la qualité de vie et à l'ensemble de la région. Donc voilà, c'est quand même un bémol sur le titre de la présentation, donc quand même quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, d'un petit peu plus pragmatique, c'est-à-dire comment, au sein déjà des Salindières, essayer de faire une gestion et un développement durable avec l'enjeu justement comment concilier conservation, valorisation et gestion des pressions qui existent malgré le fait d'une propriété conservatoire du littoral. Donc peut-être qu'il y en a qui ont moins de 30 ans dans la salle, mais voilà, cette quadrature du cercle et des intersections viabilité, vivable et durable et équitable, on essaye de la résoudre tous à nos échelles de métier. Donc c'est un concept dessiné en 87. Donc peut-être qu'en 2017, on pourra avancer dans le nouveau plan de gestion et présenter le développement durable des Salindières. Et plan de présentation, donc une présentation des sites que certains d'entre vous connaissent, le schéma de gouvernance, parce que ça fait quand même partie dans la complexité de nos systèmes de fonctionnement d'une donnée à maîtriser, à mon sens. Le plan de gestion numéro 1 et sa mise en œuvre, en ciblant surtout sur les oiseaux. La zone humide de Salindières, c'est pas que ça, hein, c'est tout un compartiment différents compartiments de biodiversité relativement exceptionnels. L'accueil du public, j'irai très vite, même si notre durabilité est dans notre ouverture, notre capacité d'ouvrir au public. Il y a une forte attente de la population et du politique. Et bilan financier, on passera, soutien de l'agence de l'eau, la pression du changement climatique, vous en parliez et c'est de plus en plus prégnant, et les perspectives d'un nouveau plan de gestion. Donc Salindières, aux portes de l'agglomération toulonnaise et de la commune de Hyères, 2 entités, 900 hectares, scindées en 2 sites. L'histoire récente, cessation de production 95, acquisition par voie d'expropriation, donc on voit quand même une question relativement lutte pour acheter ces sites avec le soutien de l'agence de l'eau. Donc un site qui est fortement représenté dans l'iconographie locale, les Hyérois y sont attachés, les ancêtres, enfin les aïeux Hyérois y ont souvent travaillé, hein, donc un attachement par les tripes à ces sites-là, d'où un plan de gestion quand même qui a pris en compte cet attachement. C'est une notion importante de mémoire. Un contexte de type périurbain, balnéaire et une surcharge de l'espace routier. Une zone également, richesse d'exception, donc site Natura 2000, site Ramsar, site classé avec la perspective d'une opération grand site dont nous sommes le cœur, mais avec nombre d'enjeux périphériques multithématiques. Et également, donc, comme je vous le disais, une culture aux fondations de la cité hyéroise, depuis les Grecs installés sur le comptoir d'Olbia jusqu'aux journaliers piémontais qui venaient faire les récoltes. Les vocations du site, donc, on les retrouve tous, hein, la conservation des milieux, les ambiances paysagères, et une gestion hydraulique très particulière, j'y reviendrai tout à l'heure, et c'était ce qui avait peut-être suscité l'intérêt technique de la présentation, donc je vais y aller directement. Et également le volet sensibilisation, support pédagogique et support d'activités touristiques et culturelles, avec un volet maintien de la mémoire du sel.
Le schéma de la gouvernance, donc vous avez, je prends le temps parce qu'on doit asseoir nos gouvernances. Ça me semble important dans des contextes complexes, avec donc le Conservatoire du littoral, le gestionnaire, qui sont liés par une convention de gestion qui est familière à certains. Et puis une gouvernance quadripartite liée à l'histoire du site, liée au contexte local. Le parc national de Port-Cros et la ville de Hyères sont dans notre système partenarial de gestion via une convention quadripartite. Et ensuite, on a une convention de partenariat spécifique avec le parc national de Port-Cros sur le volet Natura 2000. On pense déjà à 2 éléments par rapport aux démarches supra-salins, qui sont la charte d'adhésion du parc et l'opération Grand Site dont je vous parlais tout à l'heure. Des partenaires opérationnels avec lesquels on travaille soit via des conventions, soit via des marchés publics, parce que notre volonté, c'est de travailler dans un système ouvert et de réseau de compétences. Et ensuite, vous allez trouver les partenaires financiers. Le bilan financier vous montrera les participations de chacun. Le tout étant se rencontrant avec les autres structures usagères riveraines au sein d'un comité local de gestion. Donc, les éléments cadres de la gestion, donc c'est de la planification à l'action. Donc, il y a 5 ans, je disais, on vit une période extraordinaire à la fois de construction du salin et de gestion quotidienne. Et 10 ans après, je dis toujours la même chose, avec un petit peu des budgets moindres et bon, un petit peu contexte un peu plus tendu. Mais donc des documents cadres, et je vais vous présenter rapidement le plan de gestion, mais à coller à un document d'objectifs en cours de réactualisation et un programme de valorisation établi en 2010, qui est notre ligne d'horizon sur l'accueil du public, avec des opérations structurantes sur les différents types, réseau hydraulique, milieu naturel, patrimoine bâti, accueil du public, recherche muséaux, et des actions de gestion courante d'une zone humide, d'un milieu naturel et ouvert au public. Le plan de gestion a été élaboré en 2005. Je mettrai en perspective à la fin de mon présentation la volonté et la nécessité d'envisager un nouveau plan de gestion numéro 2. Donc le plan de gestion travaille à 2 ambitions. Une ambition naturaliste. En fait, globalement, on est un espace, c'est un petit peu comme le Marais Poitevin ou la Camargue, où une dimension naturelle a été héritée de l'activité salinière, et le parti de gestion retenu par le Conservatoire du littoral, qui peut être un petit peu peut-être malmené aujourd'hui dans le concept de durabilité face au changement climatique, c'est une gestion artificielle de l'eau, où on fait circuler l'eau pour maintenir les paysages, et je dirais une biodiversité que les gens ont toujours connue sur ces sites-là. On peut mettre ça en interrogation dans nos prochaines réflexions sur le plan de gestion, mais donc et en fait c'était surtout dû à l'histoire des sites, c'est-à-dire qu'une partie de la population et des élus étaient plus attachés à la mémoire du sel que à cette dimension avifaune, petites plantes, etc. Donc il avait été défini donc de maintenir une gestion artificielle de l'eau. C'est aussi certainement un concept compatible avec la proximité des infrastructures balnéaires, résidentielles, ou de l'eau croupissante, c'est de la biodiversité non acceptable peut-être. Voilà. Donc, partie de gestion qui vise vraiment à faire circuler de l'eau de mer dans des conditions donc de variabilité des profondeurs, des oxygénations, des salinités. Donc là, vous avez une carte du salin des Pesquiers avec donc le zonage, les objectifs de gestion naturaliste. Je vais parler plus particulièrement de ce qu'on fait sur les réseaux hydrauliques en faveur des oiseaux d'eau, au niveau des îlots de nidification également. Sur le salin des Pesquiers salins, une dimension un petit peu plus complexe, mais toujours une ambition donc naturaliste de cette gestion hydraulique artificielle. C'est un peu notre spécificité. On se retrouve d'un côté, il y a la Camargue avec les scénarios de renaturalisation à l'échelle de la Camargue, et nous, on est dans une autre approche. Donc, la finalité des opérations sur le réseau hydraulique qui comprennent les digues, les unités de pompage, les canaux d'alimentation, les portes martelières comme on voit ici, les cloisonnements, les canaux de vidange,
tout cet outil-là a été restauré, réaménagé par le Conservatoire du littoral et les gestionnaires pour favoriser la chaîne alimentaire vis-à-vis notamment des oiseaux d'eau. On favorise l'oxygénation, on limite la salinité. C'est un parti de gestion très, très particulier qui permet le maintien, voire l'optimisation de cette biodiversité. Donc on invite, en fait, j'en mets entre guillemets, mais on invite les oiseaux, les larolimicoles surtout, à fréquenter nos sites. Je suis passée très rapidement, voilà, donc là vous avez, donc j'ai pris un exemple sur les salindières. En quoi ça consiste, la construction d'un îlot? D'abord, on consolide les digues qui vont maintenir les niveaux et les poids de l'eau, le poids de l'eau. Et puis ensuite, on travaille avec un expert. Ici, c'était Nicolas Sadoul, pardon, qui était Tour du Valat à l'époque, qui a participé au plan de gestion, donc qui nous, par rapport aux côtes, etc., qui nous dessine les schémas des îlots. Et puis ensuite, on travaille ces îlots en matière de substrat, et puis on les déconnecte, on déconnecte les pieds, et ça donne un îlot. Donc l'effet îlot, il est donc voilà, j'ai pas parlé de la LPO. La LPO est associée à notre gestion via que des marchés publics, des marchés publics. Hein. Donc c'est une partenaire à la fois sur le suivi ornitho et l'accueil du public. Donc vous avez ici un petit peu l'effet îlot. L'effet îlot, à partir de 2007, donc l'effet îlot il est là. Donc on voit petit à petit des espèces. Donc c'est le nombre de couples nicheurs observés sur les sites. Par exemple, voilà la sterne Pierre Garin, on lui a installé des îlots en dur, des îlots flottants. Le goéland railleur qui est apparu à partir de 2009 sur les sites. Récemment, la sterne Kojek en 2012. Voilà, c'est un petit peu l'effet îlot et l'effet qualité trophique de la gestion de la zone humide salindière. Alors voilà, cet effet îlot, je le modérerai un petit peu tout à l'heure en termes de suivi et de réajustement. Pardon. Donc très rapidement. Voilà les résultats en termes d'oiseaux nicheurs. Actuellement, j'en parlais tout à l'heure au niveau des réajustements. L'accueil du public dans les limites compatibles à le premier objectif, avec toute une série d'opérations, à la fois améliorer les opérations de visite, créer un espace d'accueil du public. Notre plan de gestion qui vient à fin d'échéance, là, on n'a pas réussi à remettre en activité une petite production salinière, mais globalement, je reviendrai après sur cette diapo, globalement, on a quand même des chiffres intéressants. Voilà, c'est-à-dire que là, vous avez l'effet accueil du public de 2005 à 2014, avec 2005, moins de 5000 visiteurs, et 2014, on frôle les 25 000. Donc, puis ce schéma, il est peut-être à coller aussi au succès des nicheurs. Donc, on voit que ça monte, que les nicheurs montent et que l'accueil du public monte. Donc, on est dans des limites encore compatibles dans les deux activités. Voilà. Mais ces activités-là, donc je reviens sur mes cartes-là, et là c'est un enjeu quand même majeur, c'est que donc le plan de gestion définit quand même clairement les zones d'évolution, de développement des projets d'accueil du public. Donc vous avez un effet, entre guillemets, sanctuaire de nature qui couvre 90% des sites. Et puis vous avez des espaces où on accueille et éventuellement accessibles en visite guidée. Et puis vous avez des espaces qui ont été définis comme aménageables pour l'accueil du public. Et puis des espaces propices à la récréation d'une activité salinière. Ce zonage, il est essentiel et il m'aide énormément gestionnaire, parce qu'actuellement on fait face à pas mal de pression, de pression notamment au niveau délestage des équipements routiers pour les modes doux. Et puis c'est difficile de faire comprendre, et là aussi c'est la notion d'isolement. Les gens ne comprennent pas qu'en Camargue, ils peuvent se promener n'importe où, n'importe comment, en respectant les limites foncières de propriété privée, mais ils se baladent très facilement. Et moi, je leur explique, et ça c'est le contact avec le public, qu'on est une zone non pas périphérique
d'un vaste réservoir de biodiversité tel que la réserve naturelle de Camargue, mais qu'on est une zone refuge. Ça, c'est la LPO en 2005, quand j'ai dit, mais en 2005, moi je suis arrivée à mon poste, c'était les 35 ans du Conservatoire littoral. 30 ans. Et oui, parce qu'on va fêter les 40. Et donc, je dis, mais attends, comment moi j'explique à mes élus qu'ils ne peuvent pas faire du vélo, du cheval dans les salins, alors que Marais de Guérande, Camargue, il y a une série de reportages là-dessus, et c'est la LPO qui m'a dit, ben là, il y a un problème, parce qu'on est une zone fragile de par notre isolement, tout le maillage nécessaire. Nos voisins les plus proches en termes de milieu, c'est nos voisins de Villepé, ou alors il faut aller jusqu'à l'étang de Bolmont pour retrouver des milieux similaires. Ça, c'est un argument qui porte, mais il faut avoir l'occasion de le présenter au public. Voilà, les chiffres, je vous les ai présentés. Une petite astuce aussi pour favoriser le public, la visite du public. Et ça, c'est en discutant avec mon collègue responsable du tourisme. Il m'a dit, il faut que tu fasses une journée de rallye dans l'ensemble du Salin-d'Hyères. J'ai dit non, là, excuse-moi, mais non, pas possible. Là. Puis j'ai réfléchi à son idée. Et puis aussi, j'en avais marre, une fois que mon assistante était partie à 4 heures, juste avant les journées du patrimoine et la fête de la nature, de dire aux gens, écoutez, je suis désolée, les visites guidées à 30 personnes, même si on en fait 30 dans la semaine, ça sera toujours, peut-être pas 30, j'exagère, mais 10 dans la semaine, je dirais toujours non. Et j'ai demandé à mon équipe, et on a proposé, des week-ends événementiels où les gens viennent, participent à des ateliers créatifs, voilà, c'est un outil de sensibilisation. Voilà, c'est une astuce, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un rallye dans tout le Salin. On a ouvert une boucle validée par une notice d'incidence Natura 2000 et on fait 2500 visiteurs sur un week-end. C'est quand même moyennant des sommes assez raisonnables, même s'il a fallu se bagarrer cette année pour les avoir. Voilà, les bilans. Alors 1 million d'euros, ça va vous sembler énorme. Je ne connais pas vos budgets. On est une équipe de 11 personnes qui font travailler aussi la LPO. Je salue la présence d'Aurélien Hautevar, notre collègue. Donc voilà, un staff de 15 personnes globalement qui travaillent sur le site, avec une gestion très artificielle hydraulique. Donc c'est des frais d'électricité, des frais de pompage, des entretiens avec des opérations de génie civil. Voilà, c'est le million que l'on essaye de maintenir avec donc le soutien de l'agence de l'eau, qui se faisait traditionnellement sur les postes responsables de site, techniciens de gestion, travaux, et qui a été très apprécié sur la gestion courante lors de l'exercice 2015. Voilà, la principale interrogation, notre faculté collective à prendre en compte les conséquences du changement climatique. Vous voyez le Salin d'Hyères posé sur la mer, hein, globalement, et quand on est au niveau semi-aérien, c'est impressionnant, mais quand on est au fil de l'eau, c'est encore plus impressionnant. Quelles sont les conséquences que nous vivons depuis 2008 maintenant, hein, j'ai l'impression qu'il y a eu une cassure dans les préoccupations de changement climatique. Pour nous, c'est 2008. C'est-à-dire 2008, moi je passe un très mauvais hiver. C'est-à-dire que ce soit par vent d'est ou par Mistral, le site risque d'être malmené. Donc, malmené face au risque submersion-inondation. Submersion-inondation, c'est des pertes de contrôle, voire des difficultés dans la gestion hydraulique qui nous est demandée très, très, très fine en fait. C'est dégrader ces infrastructures hydrauliques, malmener les équipements de génie écologique. Je vous parlais des îlots de nidification. S'ils sont submergés, voire complètement érodés, on perd. Les atteintes des habitats patrimoniaux, plus d'eau douce, donc des capacités d'eutrophisation plus importantes, une gestion du public un petit peu chaotique avec des accès possibles non désirés, une viabilité de projets de valorisation malmenée et des surcoûts de gestion et une énergie conséquente. Et puis ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que certes, on sert de rôle de bassin de rétention de crues, mais on peut être à l'origine, en se faisant couvrir par les vagues qu'on a connues en janvier 2014 et novembre 2014, d'être en interférence avec les inondations des hameaux riverains. Donc là, il y a vraiment un enjeu majeur. Je passerai sur l'origine du risque inondation, c'est trop technique. Notre perspective, donc, c'est le plan de gestion numéro 2,
qu'on attend un petit peu, enfin voilà, on s'est mis d'accord pour l'engager en 2016, avec, vous, madame, vous avez mis en jaune les changements, moi j'ai mis en bleu les changements, c'est-à-dire que le Conservatoire du littoral a réfléchi sur une nouvelle méthode et une adaptation, c'est vraiment le mot-clé. Une adaptation, une côté pragmatique, je dirais, d'un plan de gestion par rapport au volet très scolaire, voire universitaire qu'on connaissait jusqu'à maintenant, en intégrant donc des problématiques, changement climatique, crise naturelle, management environnemental, et donc, comme le disait François, intégration dans l'unité littorale. Enjeu et objectif, je pense qu'on va retrouver les vocations attendues en y rajoutant peut-être une dimension risque, mais on perd pas, il ne s'agit pas de perdre non plus nos fondamentaux. Et puis un plan opérationnel ciblant des opérations structurantes et définissant les moyens et l'ingénierie financière qui sera nécessaire pour porter nos projets dans les années qui viennent. Et puis surtout un outil de communication qui manque aujourd'hui. Alors je vous ai amené la brochure. C'est la présentation des sites. Si ça vous intéresse, elle est à votre disposition. Et puis un plan de gestion qui soit encore plus qui nous définit vraiment dans nos compétences supra-salins. Moi, mon métier aujourd'hui, c'est près de 30% de participation à l'ensemble de ces démarches pour être en cohérence entre les projets. Voilà. Et donc, on retrouve mon petit diagramme de départ avec des idées. Alors, cette nuit, je me suis dit, j'aurais pas dû mettre des bulles et des rêves, j'aurais dû mettre des flèches. Alors, voyez ça comme des flèches, parce que ça va être des objectifs. Donc, notre cœur de métier, respecter les sensibilités biologiques et paysagères. Pardon, c'est un peu dans le... Voilà. Favoriser les HQ, on est encore dans de l'environnement. Le volet social, donc, être ouvert aux projets... de l'association du comité d'intérêt local jusqu'au projet de Monsieur le maire sur la structuration d'un pôle d'accueil du public. Et puis voilà, moi ce que je vois le plus en jeu, c'est participer aux démarches supracites, définir les conditions économiques de réalisation et prévoir et adapter les risques. Et je rajouterai deux mots, les mots suivi et réajustement. Voilà, je pense qu'aussi, on ne peut pas gérer une zone humide sur un plan de gestion immuable. Il faut prévoir aussi des moyens de suivi, par exemple le suivi ornithologique et des réajustements. Aujourd'hui, on fait face à des choses à un phénomène qui nous ennuie beaucoup, c'est que nos juvéniles, des oiseaux nicheurs, on a des taux d'envol qui sont beaucoup moins satisfaisants qu'il y a quelques années. Donc ça veut dire, peut-être parce que certains d'entre vous voient peut-être faune PACA, etc. Et donc l'idée, c'est d'être constamment dans cette réactivité, cette dynamique suivi et réajustement, mais les suivis sont importants et à maintenir. Voilà, merci de votre attention. En présentant ce site-là, c'est vrai qu'on s'aperçoit que ces zones humides-là, celle-ci particulièrement, elle est de type vraiment artificiel. Voilà, on a plein de types de zones humides en PACA, et on a notamment des zones humides artificielles où on essaye de maintenir des fonctionnements qui sont finalement assez artificiels. On peut retrouver la même chose sur la Camargue. Et puis, c'est sûrement très, très différent de zones humides, comme peut-être vous êtes gestionnaire d'autres types de zones humides, ou l'exemple suivant que l'on verra. Et c'était pour bien montrer ces histoires de pression et comment on gère, comment on essaye de gérer ces pressions, comment on essaye de maintenir et la mobilisation des élus locaux et de satisfaire des demandes sociales et le maintien d'activités et de la biodiversité locale. Nous, on suit ce site depuis très longtemps. On est aux côtés des Salins depuis très longtemps, depuis la création et l'origine. D'ailleurs, le logo de la première page, il est excellent. Le logo de votre présentation, c'est le premier logo de l'Agence de l'eau des années 90. Donc, on était déjà là très tôt. Ok, j'ai réactualisé celui du parc, mais après, mais après j'ai vu l'autre. Mais voilà, donc c'était pour faire sourire à la fin sur le côté partenariat. Et le partenariat dont a parlé François Fouchier, Conservatoire du littoral, nous tenait particulièrement à cœur. On avait déjà financé cette opération auparavant. On la soutient sur la restauration et sur la gestion. On ne finance la gestion que quand on a aidé à l'acquisition. C'est le petit bémol. Si on n'a pas aidé à l'acquisition de la zone humide, on ne peut pas participer à la gestion financièrement.
Et donc notre accord cadre avec le conservatoire est ambitieux, c'est vrai, c'est 5000 hectares. Voilà, ça nous permet de démultiplier nos actions. On a d'autres accords cadres, avec le CENPACA notamment, qui est là aujourd'hui, et avec la SAFER, j'en profite aussi pour le signaler, avec la SAFER sur une veille foncière sur toute la région PACA, sur des zones humides à enjeu, autres que ces secteurs-là. Merci. Cette présentation est effectivement très intéressante et montre bien à quel point c'est un exercice d'équilibriste d'être gestionnaire d'espace, en particulier dans des zones extrêmement soumises à toutes sortes de pressions, hein, pression immobilière, pression sociale, etc. Et aussi pression des éléments plus ou moins naturels, nous disons, hein, risque de submersion, inondation. Et l'année 2014 a été particulièrement illustré à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'un gestionnaire, voilà, il est tout le temps en train de doser, compter les sous, compter le nombre de gens qu'il peut faire entrer dans un site fragile, etc., etc. Compter les oiseaux, compter les plantes. Enfin, c'est vraiment un exercice d'équilibriste et ce site l'illustre particulièrement. Bonjour, David Villessay, je suis technicien de nappe au CIMCRO. Alors, merci pour cette présentation. Moi, j'aurais une question plutôt technique. En fait, je voudrais savoir comment vous avez fait, vous, au niveau de la gestion de cette zone humide, comment vous déterminez, en fait, au final, les besoins des milieux en eau, en fait. Comment vous déterminez la gestion hydraulique, vraiment, quand... est-ce que c'est au niveau des espèces? Comment ça se définit, en fait, oui. Les besoins en eau des milieux, justement? Ok. En fait, je ne l'ai pas précisé. Bon, je suis allée très vite sur l'organigramme de mon équipe. Il faut savoir que le maire de Hyères, qui était là en 2001, M. Léopold Ritondal, a permis que la mairie d'Hyères embauche les 3 anciens saliniers qui étaient présents sur le site pour une gestion minimaliste de l'eau par la Compagnie des Salins du Midi. Donc, je dirais que c'est grâce vraiment à ces trois gars, qu'au sens propre et figuré, on n'a pas pataugé dans la gestion de cette zone humide où ça peut être le cas quand il y a une absence complète de mémoire. Hein. Donc ça, c'est le premier cas, c'est le premier point. On a la mémoire de l'eau sur ce site-là. Après, je disais qu'elle était fine. Je disais que la gestion hydraulique était fine par rapport à une gestion naturelle où on admet l'aléa climatique. Justement, là, le plan de gestion nous donne des zonages, des taux de salinité, etc. Là, moi, je parlais des suivis. On va arriver au conservatoire littoral en disant voilà, moi j'ai fait un suivi de la gestion de la salinité, de l'oxygénation de telle et telle partie. Et voilà ce que je suis capable de vous donner comme bilan de faisabilité après 10 ans et temps d'investissement sur l'outil hydraulique. D'accord ? Donc il y a la carte, il y a la théorie et puis la pratique. On va travailler avec nos sigistes pour dire voilà ce qu'on est capable d'atteindre comme taux de salinité, taux d'oxygénation dans tel secteur. Après, le salin, il se prête beaucoup à la diversité, à chaque hauteur de pâte, sa hauteur d'eau. C'est-à-dire que dans un salin, vous avez des anciens étangs qui sont profonds jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 10. Après, vous avez des pièces hydrauliques intermédiaires où vous allez avoir 40 cm d'eau. Et puis après, vous allez avoir des zones où vous avez 20 cm d'eau qui sont les anciennes tables salantes, où là, le petit gravelot, etc., avec des plages à moitié inondées, exondées, va trouver son bonheur. Donc je dirais que le site dont on a hérité offrait déjà cette diversité de profondeur. Voilà. J'ai répondu à votre question ? Super. Vas-y, dis-moi. Oui, voilà. Mais l'outil hydraulique, je dirais, c'est vrai qu'on est moi, je suis allée visiter un site que je ne citerai pas parce qu'on m'a dit, allez le visiter, c'est en modèle, ils ont réussi tout ce que vous n'arrivez pas à faire. Je suis allée et puis on leur avait donné une dizaine de millions d'euros pour y arriver. Donc là, hein. Mais là. C'est pareil, moi je viens avec mon site où globalement on a un canal de ceinture qui interdit l'accès au public, où j'ai quand même une collectivité locale qui me porte,
et où j'ai un site qui se prête à une diversité de la rholimicole déjà. Voilà, donc on n'a pas à recréer tout cet espace-là, on a à l'entretenir. Bon, après, on essaye de l'optimiser. Les îlots de nidification, ils existaient de ci, de là. Bon, on a mis le paquet pour qu'ils existent, quoi. Voilà. Merci. Michel Schmitt de l'Adréal. Moi, la question que j'avais, c'était sur le maintien artificiel du site, en fait. Et je voulais savoir quelle part ça pesait dans un budget qui est déjà conséquent, si vous avez une idée. Et est-ce que, en fait, vous vous fixez des limites par rapport, justement, à un impact du changement climatique sur des coûts qui augmenteraient, et à un moment donné, on dirait ça devient trop... Enfin, c'est un peu bizarre comme question, mais c'est des questions qu'on peut se poser. Mais moi, j'y pense parce qu'on est quand même responsable du denier public, et je me dis, est-ce qu'on est dans une durabilité à pomper dans un sens? Bon, l'eau rentre en gravitaire dans les salins, on n'a pas des moyens, on a des moyens, voilà. Et puis, on la fait sortir aussi, donc on pompe, hein. Je me dis, est-ce que c'est un système durable par rapport à la consommation énergétique, par rapport au coût de gestion d'entretien? Et puis après, je me pose la question, mais qu'est-ce que ça donnerait si on ne faisait pas? Quel serait le coût de la non-action en termes, je dirais, immédiats, et puis en termes politique, image, quoi. Enfin, voilà, des eaux rouges au fin fond de la Camargue, ça va passionner des bactériaux, voilà. Moi, je ne pense pas que la majorité des riverains du Salin, ça les passionne de voir rougir les eaux, sentir mauvais. Donc, je me demande comment apprécier le non-coût, le coût du parti de gestion complètement naturaliste. Et voilà, je pense qu'il faut penser à ça aussi. Et puis, il y a cette mémoire du sel qui était vraiment la promesse un petit peu politique de M. Desplat aux élus de hier. Les gens sont attachés. Voilà. Après, à un moment donné, le système, il faudra l'envisager. C'est un des enjeux et de la réflexion du nouveau plan de gestion. Oui, donc c'est assez rare hein, que le conservatoire on maintienne ce type de gestion, mais c'est supporté par une collectivité locale en l'occurrence, puisque le conservatoire a aidé, même avec du mécénat, des acquisitions, des investissements, mais le fonctionnement est très lourd. Et à la fois, quand même, il faut être conscient, on est en dessous du niveau de la mer. Autant en Camargue, à Villepé, on est entièrement en gravitaire. Autant sur ce site-là, effectivement, la question pourrait se poser, parce qu'il y a des gestions, on est en périurbain, il y a des gestions de moustiques, il y a des crues, il y a des effets de compensation. Il faut savoir, regardez en Camargue, quand il y a une inondation, on va chercher des pompes aux Pays-Bas et on compte en millions d'euros. Quand on cumule sur 20 ans de fonctionnement, je pense qu'on est largement en dessous. Donc c'est pour dire aussi que la gestion de crise, et notamment sur ces éléments-là, parce que les gens ils sont bien contents qu'on évacue aussi les eaux pour éviter l'inondation de toutes les villas autour. Donc c'est pas si simple sur ce secteur-là. Mais la question se pose, en tout cas elle peut se poser d'une manière partielle. Hein. D'ailleurs c'est le cas sur les vieux salins. Tous les vieux salins ne sont pas du tout sur des eaux gérées. Il y a aussi des espaces complètement naturels. Bon. Ok. Juste, on termine par un complément. François Grimal, LPO PACA. Non, moi c'était juste une remarque sur ces débats sur la naturalité. En fait, si on regarde les espèces qui sont attirées par les salins, que ce soit ceux-là ou les autres, qu'ils soient gérés économiquement ou juste gérés comme ici, sans activité, salinière ou très peu, ça remplace du fonctionnement de l'imageur des fleuves qui de toute façon ont été détruits donc, ou ne sont pas mis en fonctionnement naturel. Donc je pense que c'est même pas, on ne doit même pas se poser la question. Les sternes par exemple, pour trouver des milieux naturels pour nicher, à moins de remettre de l'eau dans la Durance et de la faire fonctionner normalement, ce qui est politiquement tout à fait impossible, il n'y a pas de possibilité, donc ça remplace des fonctionnements naturels qui ont été détruits. Donc voilà, donc il ne faut pas trop, à mon avis, s'inquiéter de ce côté un peu artificiel qui remplace en réalité des fonctions qui ont été perdues, d'autres zones humides, quoi.